Un journal cousu de secrets et un indice que personne n'était censé trouver. Bienvenue sur Conte Policier. Je suis votre hôte Pascal. Dites-moi, d'où vous nous écoutez aujourd'hui? Vos commentaires illuminent cette chaîne, je les lis tous. Entrons tranquillement dans le mystère. C'était le genre d'après-midi qui semblait parfaitement adapté à un village comme Lower Turning. Chaud, légèrement frais en bordure, les haies bourgeonnant de lilas précoces, et l'air empli de la promesse réconfortante d'une pluie tardive. Dans le jardin du presbytère, le soleil tachetait les nappes de lin et miroitait sur l'argenterie polie, tandis que les rires de la femme du pasteur tintaient comme des cloches d'église au loin. C'était le thé annuel de la Société de la Dentelle. Un événement modeste, certes, mais très apprécié des habitants du village, pour ses banderoles brodées à la main et son abondante provision de gâteaux au citron. Miss Marple était, assise près des haies, vêtue d'un bleu poudré, les mains soigneusement jointes autour de sa tasse de thé. De son point de vue privilégié, elle observait tout. La douce dispute à propos de billets de tombola entre Madame Willow et Mademoiselle Crawford, la façon dont le jeune Peter Edgington versait 2 verres de cordial à la fleur de sureau sans en boire, une gorgée, et le discret tiraillement de Madame Ruth Paxton par la manche lorsque son mari riait trop longtemps à la blague d'une autre dame. Rien de grandiose, rien de surprenant, juste des choses villageoises. Elle aurait dit que c'était l'une des réunions les plus agréables de mémoire récente, jusqu'à ce que Madame Lavinia Harrow s'effondre face contre terre dans une assiette. De Battenberg, il y eut un instant, un seul, où personne ne bougea. Puis une agitation s'empara de la pièce. Des chaises raclèrent la pierre, des couverts s'entrechoquèrent. Un cri déchira le calme comme une couture déchirée. Le révérend Millstone tomba à genoux près de la femme effondrée, tandis que Madame Templeton criait, inutilement, s'avéra-t-il, qu'on aille chercher le médecin. Mais Miss Marple s'était déjà levée, l'expression indéchiffrable. Elle ne regardait pas le corps, mais les gens. Leurs yeux. Lavinia Harrow, veuve d'un ancien antiquaire et archiviste de village, était assise juste en face de Miss Marple, grignotant tranquillement son scone et griffonnant dans son journal en dentelle. Un curieux petit ouvrage aux bordures, floral cousu main et aux pages tachées d'encre reliées par un ruban ivoire ancien. Elle le gardait sur ses genoux, le feuilletant de temps à autre comme pour croiser les ragots et les textes sacrés. Miss Marple remarqua que ce journal avait disparu. Le docteur Haywood est arrivé 10 minutes plus tard, le visage rouge et essoufflé, et à ce moment-là, le corps avait été étendu sur une couverture à l'ombre du sureau. Un infarctus massif, je suppose, murmura-t-il après un examen rapide. La pauvre femme. Son cœur n'était pas en pleine forme ces derniers mois. Il se leva avec l'autorité habituelle d'un homme qui s'attendait à ce que ses déclarations soient entendues. Sans discussion. Mais elle parlait parfaitement bien quelques instants auparavant, murmura Miss Crawford. Elle venait de me demander si je pensais que le patron de dentelle de Lady Chudley avait jamais appartenu à la maison royale. J'en suis sûr, dit Miss Marple d'une voix douce. Lavinia Harrow a toujours été très curieuse de connaître la provenance de ses bijoux. La foule commença à se disperser lentement, un par un, laissant derrière elle des tasses de thé refroidies et des gâteaux à moitié croqués. Personne ne parla de meurtre. Pas encore. Dans un village comme Lower Turning, le mot lui-même était comme une porte ouverte. Une fois prononcé, il laissait entrer les peurs les plus folles. Miss Marple attendit que l'ambulance ait emmené Madame Harrow et que la femme du pasteur ait commencé à ranger les banderoles, avant de s'avancer d'un pas léger à l'endroit où la veuve s'était assise. Elle se pencha, inspectant l'herbe sous la table avec la précision subtile d'une femme désherbant un parterre de fines herbes. Là, à peine dissimulé sous un pli de la nappe de pique-nique, gisait un délicat morceau de tissu déchiré, un fil de dentelle pâle, effiloché sur le bord et légèrement taché de ce qui ressemblait fort à de la confiture de mûre, ou peut-être pas de confiture du tout. Elle ne la mit pas dans sa poche, bien sûr. Miss Marple était bien trop prudente pour cela, mais elle
remarqua son motif. Un motif au fuseau semblable à celui du précieux échantillon de thé d'oreiller de Lavinia, accroché à la fenêtre de son salon. Le genre de dentelle faite uniquement à la main, et seulement par quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Elle regarda une fois de plus autour d'elle, avant de se retirer tranquillement au bord du jardin, où sa compagne, Miss Witherby, avait tout observé, avec une légère horreur, et plus qu'un peu de fascination. « Pauvre Lavinia », murmura mademoiselle Witherby, « mais je suppose que nous devrions être reconnaissants que cela ait été rapide. » Miss Marple inclina légèrement la tête. « Oui, vite, mais je dois dire que je trouve ça plutôt étrange. Qu'est-ce que... c'est, ma chérie? L'odeur. Il y avait quelque chose de bizarre, tu ne trouves pas? Sous l'eau de lavande et le Battenberg. » Mademoiselle Witherby cligna des yeux. « Je ne sentais que de l'eau de Cologne et du gâteau. »« Ah !» dit Miss Marple avec un sourire bienveillant. « C'était peut-être juste mon imagination, mais ce n'était pas le cas. » Ce soir-là, le village s'enflamma de rumeurs murmurées, la plupart affirmant que Madame Harrow s'était surmenée, certaines faisant allusion à des mots secrets, et quelques-unes évoquant vaguement l'angoisse qu'elle avait endurée suite aux récents ennuis de son neveu avec le fisc. Personne ne soupçonnait un meurtre. Pourquoi l'aurait-il soupçonné? Seule Miss Marple était assise tranquillement dans son salon avec son tricot et ses pensées, repassant chaque regard, chaque mouvement de la main, chaque tremblement. De culpabilité déguisée en choc. Le journal, où était-il passé? Ce n'était pas, elle en était sûre, avec le corps. Et ce n'était pas le genre de choses que Lavinia Harrow aurait laissé hors de sa vue, à moins que quelque chose. Ou quelqu'un ne l'ait persuadé du contraire. Doucement, bien sûr. Très poliment. Peut-être avec du poison, et certainement avec un but précis. Le lendemain matin, le calme bordé de dentelle de Lower Tarning avait commencé à se dissiper. La nouvelle du malaise de Lavinia Harrow s'était, comme prévu, répandue à une vitesse étonnante. Avant même la fin des livraisons de lait, Madame Meldrum avait téléphoné au marchand de légumes pour annuler sa commande, prétextant qu'elle n'avait tout simplement plus d'appétit après une telle tragédie, tout en spéculant à voix haute et avec des pauses théâtrales que la pauvre femme avait toujours été trop maigre pour son bien. À la poste, les murmures remplaçaient les banalités habituelles, tandis que les voisins faisaient la queue pour les timbres et les pensions. Madame Willow prétendait avoir vu les yeux de Madame Harrow se révulser comme par magie, comme une actrice de théâtre s'évanouissant dans une pièce grecque. Elle en fit même la démonstration à Mademoiselle Elspeth Worsley, qui parut vaguement scandalisée et plutôt ravie. Pendant ce temps, au salon de thé Gardenia, les conversations étaient ponctuées de tintements de cuillères à café sur la porcelaine et d'une nouvelle vague d'interprétations théâtrales. Monsieur Peter Edgington, présent au thé de la Société de la Dentelle, était assis, recroquevillé dans un box d'angle, une cigarette fumant entre les doigts. Il ne parlait pas beaucoup, ce qui en soi devenait un sujet d'intérêt. « C'est de la culpabilité », déclara Miss Crawford à sa compagne, scrutant sa tasse de café comme une espionne. Croyez-moi, il était assis tout près de Lavinia, et il a à peine touché à son verre. Il n'a même pas grignoté le gâteau aux noix. Très étrange. Mais ce n'étaient pas seulement les spéculations qui bourdonnaient dans le village, comme une guêpe dans un pot de confiture. Derrière les démonstrations théâtrales et les halètements évidents se cachait quelque chose de plus discret, de plus troublant, le sentiment que les choses n'allaient pas bien. Dans un coin de son salon, Miss Marple était assise, son tricot sur les genoux, et un petit carnet à côté d'elle, pas un journal intime, jamais, mais un recueil de petites observations qu'elle n'aurait jamais daigné d'écrire avec un mot aussi simple. Elle n'avait rien dit depuis la tragédie de la veille. Aux quelques villageois qui étaient venus prendre de ses nouvelles, elle se contenta de sourire gentiment et de dire que la présentation de Dentelle avait été particulièrement belle cette année-là, même si l'événement s'était terminé avec un peu trop d'enthousiasme, mais son esprit, toujours vif sous ses dehors modestes, tissait déjà des liens entre silence et regard. Ce n'était pas seulement le journal qui avait disparu,
bien que cela fût toujours présent dans son esprit, mais aussi l'étrange choc, presque répété, sur certains visages. Et, plus important encore, l'absence de surprise chez les autres. Cet après-midi-là, le révérend Millstone lui rendit visite, ayant appris qu'elle avait été assise près de Lavinia. Il arriva avec une expression respectueuse et solennelle, chapeau à la main, et pantalon encore légèrement souillé de pollen par sa promenade matinale. « Quel coup dur pour la communauté !» dit-il, en acceptant la tasse de thé que Miss Marple lui offrait. Lavinia était un personnage singulier, une sorte de gardienne de la mémoire du village. « En effet, » dit Miss Marple en ajoutant un morceau de sucre dans sa tasse, « elle avait un don remarquable pour les registres paroissiaux et les histoires familiales, même si je me demandais parfois si elle préservait le passé ou si elle le conservait. » Le vicaire rigola, mais il y avait de la nervosité dans son sourire. Elle aimait commander, oui. J'ai toujours pensé que c'était sa façon de se sentir utile, surtout après la mort du pauvre Alfred. « murmura Miss Marple. « Je suppose que son petit journal intime en dentelle faisait partie de cet effort. Un compte-rendu méticuleux de faits divers, j'en suis sûr. Même si j'imagine que ses entrées n'étaient pas toutes très polies. » Il leva les yeux, surpris. « Tu savais pour le journal ? Je l'ai vu avec pendant le thé. Elle venait de le glisser dans son sac avant de s'effondrer. Et pourtant, à l'arrivée de l'ambulance, il avait disparu. » Le vicaire fronça les sourcils. Peut-être a-t-il été oublié dans le tumulte. Miss Marple esquissa un sourire aimable. On pourrait espérer. Pourtant, il est difficile de passer à côté d'un objet recouvert de dentelle cousue main et orné d'un monogramme en fil de tulipe. Un silence s'installa entre eux, rempli seulement par le faible tic-tac de l'horloge de la cheminée. Le vicaire s'éclaircit la gorge. Le médecin a signé le certificat comme étant de cause naturelle, bien sûr. Un accident coronarien. Il a mentionné qu'elle se plaignait d'une oppression thoracique ces dernières semaines. « Oui, » répondit Miss Marple. « Et pourtant, elle a fait le trajet de son cottage au presbytère sans se plaindre et semblait plutôt joyeuse après avoir bu du thé. Eh bien là, je nous réserve des surprises. » Il se leva et se brossa les manches. « Mais je suis sûr que tu assisteras à l'enterrement ?»« Ah oui, » dit Miss Marple en se levant avec lui. « Et j'imagine qu'il y aura beaucoup de monde. Les gens sont toujours attirés par un mystère, même s'ils ne sont pas censés le remarquer. » Le vicaire hésita sur le perron, puis inclina son chapeau. « Bonjour, Miss Marple. » Elle referma doucement la porte derrière lui et resta un instant pensive. Puis elle retourna s'asseoir et nota un nom dans son carnet, souligné 2 fois, Révérend Millstone. Pendant ce temps, une réaction bien différente se développait dans une petite maison en briques à la limite nord du village. Madame Ruth Paxton s'était enfermée dans le salon et se livrait à ce qu'on pourrait qualifier de simple promenade anxieuse. Ses mains, fines et couvertes de taches de rousseur, tordaient le bas de son chemisier en murmurant. Ce n'était qu'une liste. Une petite liste ridicule. Elle n'a pas signifié quoi que ce soit par là. Elle s'arrêta devant le meuble où elle conservait la collection de pipes de son mari. Un endroit absurde pour cacher des choses, en réalité, et c'est précisément pour cette raison qu'elle l'avait fait. Elle tendit la main derrière un support en bois sculpté en forme de gouvernail de bateau et en sortit une page pliée. Non pas le journal, mais un morceau déchiré. Il y avait son nom dessus, juste son nom, dans l'écriture anguleuse et impitoyable de Lavinia Harrow. Et en dessous, 3 mots. Out, Belladone. Témoin. Elle ne savait pas ce que cela signifiait, pas vraiment, mais elle craignait que Lavinia les sût. Et maintenant, Lavinia était morte. Quelqu'un avait-il découvert ce qu'elle savait, ou pire, pensait elle avait. Elle glissa le mot au fond du tiroir et tourna la clé dans la serrure. Ailleurs, le jeune Peter Edgington était assis dans le bureau de son père, faisant tournoyer nonchalamment un presse-papier entre ses doigts. Sa mère, une femme stoïque, au charme désuet, se tenait près de la fenêtre,
observant le chemin qui menait au cottage de Harrow. « Elle allait changer son testament, tu sais, dit-elle soudainement. La main de Peter se figea. « Quoi » Lavinia. « Elle me l'a confié. Elle m'a dit qu'elle ne confiait plus ses affaires à certaines personnes, une histoire à propos de son neveu et d'une broche disparue. » Peter détourna le regard. « Et alors ?»« Et, dit sa mère, les yeux plissés, elle a dit que tu avais passé beaucoup de temps à discuter avec elle au marché. J'étais amical. » La voix de sa mère était de fer. « Tu as été stupide. » De retour à son cottage, Miss Marple fit une promenade tranquille dans son jardin, sécateur à la main, taillant la lavande et arrachant le lierre envahissant. Son esprit, cependant, était ailleurs. Un journal manquant, une veuve morte en public, un fil de dentelle effiloché, trop d'explications, et aucune d'entre elles n'est tout à fait correcte. Elle coupa un brin de romarin et murmura « Le poison a quelque chose de très désuet, mais pas toujours comme on l'attend. » Elle avait vu de nombreux décès, mais celui de Lavinia Harrow commençait à se sentir arrangé. 2 jours après le thé de la Société de la Dentelle, le village de Lower Tarning retrouva son rythme habituel, en apparence. La cloche de l'église recommença à sonner. Les poules gloussèrent derrière les clôtures du jardin et les scones à la marmelade de Mrs. Penaligon revinrent sur les étagères de la boulangerie Bray. Mais sous les rituels quotidiens familiers, un subtil courant de vigilance bourdonnait dans les ruelles pavées. Les gens s'arrêtaient plus souvent avant de parler, jetaient un second regard peser leurs mots. Miss Marple, cependant, observa sans beaucoup parler. Elle avait délibérément décidé de flâner dans Millfield Lane jeudi après-midi, peu avant le thé. C'était une petite diversion par rapport à son chemin habituel vers l'épicerie, mais cela lui permettait de passer, par pure coïncidence, devant le cottage de Harrow. La maison était fermée depuis l'après-midi du décès. Lavinia Harrow vivait seule depuis le décès de son mari Alfred, l'année précédente, et bien qu'elle ait un neveu, M. Gerald Harrow, basé à Eastbourne, personne ne s'était encore porté volontaire pour gérer la succession, mais l'intérêt de Miss Marple ne se limitait pas aux serrures ou aux rideaux tirés. Non, elle était bien plus intriguée par le jardin de devant, ou plutôt par ce qui n'y figurait plus. Le petit panneau bordé de dentelle sur lequel on pouvait lire autrefois « Rendez-vous aux archives d'histoire locale » sur demande uniquement avait disparu. Les géraniums de la jardinière s'étaient légèrement fanés, laissés sans surveillance, et surtout le minuscule heurtoir en laiton en forme de libellule avait été poli. Récemment. Ce n'était pas dans les habitudes de Lavinia. Elle avait toujours dit que le charme du laiton résidait dans son vieillissement. Miss Marple ralentit près du portail et s'arrêta pour ajuster la bandoulière de son sac à main. Un léger clic derrière les rideaux suggéra un mouvement. Quelqu'un était à l'intérieur. Elle ne s'attarda pas longtemps. Elle aurait le temps et d'autres moyens de déterminer qui avait été autorisé à entrer, légalement ou non. Dans la résidence Harrow. Pour l'instant, elle poursuivit son chemin et s'arrêta chez le primeur pour acheter des pommes dont elle n'avait pas besoin, échangeant des plaisanteries avec mademoiselle Roper derrière la caisse. « Vous étiez au thé, n'est-ce pas, Miss Marple ?» demanda Miss Roper d'un ton compatissant. Quelle affreuse créature, cette pauvre Lavinia, mais elle a toujours été un peu fragile. En effet, dit Miss Marple d'un ton doux, et pourtant très résistant, un peu comme la dentelle qu'elle aimait, pleine de trous, mais incroyablement solide. Elle quitta la boutique avec un sac en papier et une empreinte. Le regard de mademoiselle Roper s'était étiré lorsqu'elle avait parlé de Lavinia. Pas par tristesse, par calcul. De retour chez elle, mademoiselle Marple reçut un bref appel de l'inspecteur Crail de la police du Prix. Comptez. Non pas qu'il ait quelque chose de particulièrement urgent à lui dire, mais parce qu'il s'attendait depuis des années à ce que Jane Marple. Savez-vous, il n'a jamais été sans but. Vous ne suggérez pas un acte criminel, j'espère, dit-il en riant à moitié dans le combiné. Oh mon Dieu, non, répondit Miss Marple de son ton désinvolte habituel. C'est juste que
Je pensais que vous souhaiteriez savoir qu'un objet personnel de Madame Harrow semble avoir disparu. Un journal intime, relié en dentelle, on ne peut plus clair. Elle l'avait dans le jardin du presbytère, et pourtant, il n'a pas été retrouvé parmi ses affaires. C'est peut-être tout à fait innocent, bien sûr, mais ce genre de choses a le don d'être instructif. Il y eut une pause, puis le bruit d'un crayon griffonnant. Un journal intime, dites-vous. Le vicaire n'en a pas parlé. Non, répondit-elle aimablement. Il semblait plutôt pressé cet après-midi-là. Pendant ce temps, de l'autre côté de la pelouse, dans la maison Templeton, la conversation était tout sauf légère. « Je te le dis, Lionel », siffla Clara Templeton en serrant une tasse de thé en porcelaine dans laquelle elle n'avait pas l'intention de siroter. Elle savait quelque chose. Elle m'a dit quelque chose au thé, à propos de la vieille postière. Son mari leva les yeux de son journal. Celui qui s'est noyé en 49? Oui, elle a dit, avec désinvolture, que tous ceux qui tombent dans un étang de moulin n'y arrivent pas par accident. Elle disait toujours des choses comme ça, c'est ce qui la rendait insupportable. Non, dit Clara, c'était différent. Elle a dit qu'elle avait des preuves. Elle a dit qu'elle les avait écrites. Tu ne comprends pas? Elle parlait du journal. Lionel haussa un sourcil. Et que suggérez-vous exactement? Je ne suggère rien, murmura Clara, la voix tremblante. Je dis juste que si quelqu'un pensait qu'elle allait écrire sur eux, ils auraient peut-être voulu l'arrêter. Vendredi matin, l'inspecteur Crail avait décidé de faire une visite discrète à Lower Turning. Miss Marple le vit avant, lui comme toujours, debout devant la grille du presbytère en conversation avec le révérend Millstone. Leurs attitudes étaient formelles mais tendues, le genre de tension qui signalait qu'une discussion avait duré un peu plus longtemps que prévu. Lorsque le vicaire partit, Crail leva son chapeau devant Miss Marple. « Je vois que tu es revenue. »« Sur les lieux, » dit-elle en repoussant une mèche de cheveux sous son chapeau. Il eut un sourire crispé. « Je cherche juste des informations, tu sais. Il y a toujours quelque chose dans ta voix au téléphone qui me donne l'impression d'avoir raté quelque chose d'évident. »« Pas du tout, » dit Miss Marple. « Vous êtes très minutieuse, mais c'est curieux, n'est-ce pas, que personne n'ait retrouvé le journal. On pourrait penser qu'il serait au cottage, à moins que quelqu'un ne l'ait déplacé. » L'inspecteur baissa la voix. « Vous êtes convaincu qu'elle n'est pas morte de cause naturelle. Je suis convaincu que la mort n'est pas toujours ce qu'elle prétend être, » a-t-elle répondu. Il ne dit rien, mais la lueur d'intérêt dans ses yeux lui indiqua qu'il allait maintenant regarder plus en profondeur. Plus tard dans la journée, Miss Marple rendit visite à Ruth Paxton. « J'espère que je ne dérange pas, » dit-elle, tandis que Ruth ouvrait la porte pâle et avec quelque chose de nerveux dans le regard. « Non, pas du tout, » mentit Ruth. Ils étaient assis dans le salon, une tasse de thé à part. La conversation était prudente. Les mains de Ruth tremblaient en versant, et elle en renversa quelques gouttes sur le plateau. « Je n'ai pas dormi, » avoua-t-elle au bout de quelques minutes. « C'est horrible ce qui s'est passé. »« Oui, » répondit doucement Miss Marple, « et inattendu. La connaissiez-vous bien? On jouait aux cartes de temps en temps, et elle m'a aidé à remplir quelques documents l'hiver dernier. De vieux reçus pour le chalet. Elle tenait des registres méticuleux. En effet, dit Miss Marple en l'observant attentivement. « Et savez-vous par hasard qui aurait pu y avoir accès récemment ?» Ruth pâlit. « Non, je ne sais pas ce genre de choses. » Mais elle se leva brusquement et traversa la pièce pour ajuster un vase. Une piètre excuse pour bouger, et Miss Marple remarqua la tension dans son dos. « J'imagine que tu as entendu dire qu'elle tenait un journal, » demanda-t-elle, d'un ton léger. Ruth se retourna brusquement. « Non, enfin oui, mais je ne l'ai jamais lu, bien sûr. Pourquoi l'aurais-je fait ?» Miss Marple se contenta de sourire. Elle partit quelques minutes plus tard, satisfaite. La panique dans les yeux de Ruth Paxton n'était pas celle du chagrin. C'était celle de quelqu'un qui avait touché quelque chose qu'il n'aurait pas dû toucher, et qui craignait d'être puni pour cela, cette nuit-là,
Alors que le village se calmait et que les lampes s'éteignaient une à une, Miss Marple retourna à ses notes. Elle a ajouté 3 nouvelles entrées. Ruth Paxton, nerveuse, évasive, révérend Millstone, pressée, peut-être en train de retenir inspecteur Crail. Maintenant en alertait en dessous, une simple observation entourée une fois. Le journal n'a pas disparu. Il a été volé. Mais pourquoi? Qu'avait écrit Lavinia Harrow que personne ne supportait de voir imprimer? Le week-end suivant, la version officielle commençait à se dissiper comme un léger brouillard sur Lower Turning. Lavinia Harrow, excentrique et acerbe, était décédée de cause naturelle au milieu d'un thé communautaire. Une tragédie, certes. Choquante, assurément. Mais pas de suspicion, assurait le journal local à ses lecteurs. Pourtant, dans chaque ruelle et chaque salon, les conversations s'éternisaient plus que nécessaire. Ce n'était pas la mort seule qui perturbait le village. La mort n'était pas étrangère à une population vieillissante et à un cimetière aussi fleuri que les rhododendrons. Non, c'étaient les conséquences particulières. Le journal disparu, la tension inexpliquée chez les proches de Lavinia, et ce sentiment persistant, non exprimé mais profondément ressenti, que quelque chose n'allait pas. Désactivé. Même les villageois les plus pragmatiques, comme Madame Templeton et Monsieur Grice de la papeterie, ont commencé à parler à voix basse de la possibilité que Madame Harrow ait pu avoir. Ennemis. Pas des ennemis dramatiques, armés de couteaux, bien sûr, rien d'aussi vulgaire que cela, mais des gens qui avaient peut-être été mis mal à l'aise par ses connaissances ou sa curiosité ou son habitude de conserver des secrets à l'encre. L'inspecteur Crail, désormais profondément perturbé par les observations de Miss Marple et son propre malaise grandissant, commença à mener une enquête discrète sous couvert d'un suivi courtois. Sa première escale fut Peter Edgington. Peter vivait avec sa mère dans la maison à la façade en pierre, près du terrain de cricket, le genre de maison aux fenêtres grillagées et aux lierres qui avait poussé un peu trop fort devant. Il ouvrit la porte avec une expression à mi-chemin entre l'irritation et la lassitude. « J'ai déjà dit au vicaire que je n'avais rien vu », a-t-il déclaré alors que l'inspecteur montrait à nouveau sa pièce d'identité. « C'est la routine, monsieur Edgington, » répondit Crail. « Ça vous dérange si j'entre ?» Ils étaient assis dans la véranda où la lumière du soleil éclairait un plateau de lettres non ouvertes et une grille de mots croisés à moitié terminée. Peter ne proposa ni thé ni explication pour la pile d'enveloppes non ouvertes. Il se contenta de croiser les bras et de fixer le spectacle. « On m'a dit que vous étiez assis près de Madame Harrow. Elle était 2 sièges plus loin, on ne parlait pas. D'autres ont remarqué que tu n'avais pas touché à ton verre, » a poursuivi Crail. « Je n'avais pas soif. Étrange vu la chaleur. Et tes mains tremblaient, selon un observateur. » La mâchoire de Peter se crispa. « Je n'aime pas la foule. Étiez-vous nerveux à propos de quelque chose en particulier ?» Un silence. Puis, « Non, je n'aime tout simplement pas être le centre de l'attention. » Crail tapota pensivement son carnet. « Connaissiez-vous bien Madame Harrow ? Je la croisais de temps en temps. Elle aimait parler. De quoi s'agit-il ? » Peter hésita. « Rien d'important. Des choses du village. Comme sa volonté, peut-être. » À ces mots, les yeux de Peter se levèrent, rapides et perçants. « Je n'en sais rien. » Crail le regarda longuement. « On vous a vu lui parler au marché 2 jours avant le thé. On l'a entendu dire au marchand de légumes qu'elle avait l'intention de changer d'exécuteur testamentaire. Vous ne sauriez pas qui était l'exécuteur testamentaire précédent. » Pierre ne dit rien. « Très bien, » dit finalement Crail en se levant. « Fais-moi signe si tu te souviens de quelque chose. » Il laissa Peter regarder au loin, la mâchoire serrée, le bout des doigts pressé sur ses genoux. Pendant ce temps, Miss Marple avait elle aussi rendu une discrète visite, cette fois au cimetière. Non pas sur la parcelle encore vierge de Lavinia Harrow, mais sur celle de son défunt mari. La tombe d'Alfred Harrow était modeste, avec une pierre tombale soigneusement gravée et un couple de colombes en céramique perchées à côté d'une petite urne en bronze. Mais ce qui intéressait Miss Marple
n'était pas la tombe elle-même, mais la terre fraîchement remuée près du bord de la parcelle adjacente. Quelqu'un avait creusé. Pas assez pour une tombe, bien sûr, mais assez pour planter, ou peut-être se cacher. Elle se pencha apparemment pour fixer la colombe de travers, et ses doigts effleurèrent le coin d'un morceau rugueux et papier dans le sol. Pas un journal, hélas. Juste un morceau arraché d'une enveloppe marron, taché et gorgé d'eau. Le nom Gerald Harrow était encore légèrement lisible dessus. Miss Marple se redressa lentement. Gerald Harrow, le neveu. Il n'était pas venu réclamer les biens de sa tante, du moins pas publiquement. Mais peut-être était-il venu en secret. Ce soir-là, elle s'assit de nouveau à son petit bureau et rédigea une lettre. Pas à la police, pas encore, mais à un avocat d'Eastbourne qu'elle connaissait pour une précédente affaire de bijoux disparus et de femmes de ménage importunes. Elle demanda gentiment si M. Gerald Harrow avait récemment consulté le cabinet au sujet d'une question d'homologation et s'il avait semblé impatient, nerveux ou les deux. Ailleurs dans le village, Ruth Paxton était en train de s'effondrer. Elle avait pris l'habitude de rester assise dans son salon pendant des heures, bougeant à peine, sauf pour regarder par la fenêtre ou caresser le bord de la coudoir de ses doigts inquiets. Son mari avait tenté une fois, hésitant, de lui demander ce qui n'allait pas. Mais elle l'avait réprimandé si violemment qu'il s'était retiré dans le jardin avec le chien et y était resté longtemps après la tombée de la nuit. Le mot « la page déchirée du journal de Lavinia » était toujours caché dans le tiroir à pipe, mais Ruth sentait sa présence comme un poids dans sa poche. Elle craignait que quelqu'un ne vienne la chercher. Pire encore, elle craignait ce qu'elle pouvait signifier. Belladone. Témoin. Août. Ce dernier mot la hantait le plus. L'accident. Celui de l'été précédent s'était produit en août. Une chute. Une tasse de thé. Une tête en sang. Et un évanouissement. Personne ne l'avait soupçonné. Sauf peut-être Lavinia. Les mains de Ruth tremblaient, tandis qu'elle se versait un cognac, ses doigts glissant sur le verre. Elle brûlerait la page, c'était la seule solution. Elle se réveillerait tôt avant que son mari ne remue et la glisserait dans le fourneau. Elle n'a jamais eu cette chance. Le dimanche matin, un fait nouveau, sans gravité, mais d'une importance discrète, parvint aux oreilles de mademoiselle Marple. Le révérend Millstone, après bien des hésitations, avait fait paraître un avis sur le bulletin paroissial. Le presbytère serait fermé pendant une semaine, le temps qu'il rende visite à sa sœur à Bournemouth. Une décision soudaine, brusque. Miss Marple ne dit rien publiquement, mais plus tard, dans son jardin, elle cueillit un brin d'achillée millefeuille et murmura « Souvent, les gens partent juste avant qu'une chose soit révélée, ou juste après l'avoir cachée. » Elle avait vu le révérend ôter. Elle avait vu le battement de ses yeux lorsque Lavinia était tombée, l'étrange calme qui avait suivi, non pas l'horreur d'assister à la mort, mais le calcul de ce qu'il fallait cacher. Elle a pris une autre note. Le soir, l'inspecteur Crail avait établi sa propre liste des premiers suspects. Peter Edgington. Nerveux, peut-être que son mobile était lié à sa volonté. Ruth Paxton. Comportement erratique. Peut-être effrayé. Révérend Millstone. Une hâte inexpliquée. A quitté le village. Gerald Harrow. Porté disparu. Peut-être impliqué dans la disparition d'effets personnels. Pourtant, aucun de ces éléments, pris isolément, n'a prouvé quoi que ce soit. C'était le secret du meurtre dans des villages comme Lower Tarning. Le mobile était omniprésent, l'opportunité aussi. Mais les preuves étaient aussi fragiles et délicates que de la dentelle, et tout aussi faciles à déchirer si elles étaient manipulées brutalement. Miss Marple, tricotant à nouveau, dans son salon, regardait le crépuscule décliner. Elle avait commencé à percevoir la forme de la chose, non pas les détails. Pas encore, mais la silhouette floue d'une tromperie soigneusement cousue, ses contours dissimulés par la politesse et la peur. Le journal n'était pas seulement un objet disparu,
C'était un menacette, quelqu'un avait décidé de faire taire cette menace définitivement. Mais qui et pourquoi maintenant? Alors qu'elle se tournait vers la dernière rangée de mailles, elle pensa, qui aurait cru que Lavinia était prête à révéler un secret, et qu'elle avait le plus à perdre si elle le faisait. Le lundi suivant, l'air était frais, et le soleil pâle projetait de longues ombres sur Lower Turning, le genre de matinée où les secrets semblaient s'éparpiller sur les rues pavées. Le village était plongé dans un silence qui ne se limitait pas à la fin du printemps. C'était le silence qui s'installe quand quelque chose reste en suspens, quand un parfum d'inquiétude persiste dans les salons, les bureaux de poste et les bancs. Miss Marple, cependant, ne s'attarda pas à sa table de petit déjeuner ce matin-là. Après son thé habituel et une simple tranche de pain grillé à la marmelade, elle glissa son écharpe sous le col de son manteau et se dirigea résolument vers le presbytère. Le vicaire était déjà parti pour Bournemouth la veille après-midi, et elle savait que pendant un bref instant, la maison resterait inoccupée. Bien sûr, elle n'avait aucune intention de fouiner. C'était un mot vulgaire, réservé aux ragots, et aux membres les moins discrets du cercle de broderie du mardi. L'intention de Miss Marple était tout autre. Elle souhaitait simplement confirmer un soupçon, voir si elle avait remarqué quelque chose, ou plutôt pas remarqué dans l'agitation qui a suivi l'effondrement de Lavinia Harrow, était vraiment aussi étrange qu'elle le paraissait maintenant. Le pain. Presbytère se tenait tranquillement derrière son portail en fer, ses fenêtres aux rideaux de dentelle fermées par des volets. Miss Marple s'approcha du perron avec une sorte de précaution d'excuse, s'arrêtant pour ajuster un pot de romarin envahissant qui commençait à pencher dangereusement. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Pas une âme en vue, pas même le chat de Miss Crawford qui se prélassait habituellement près du mur du cimetière. Elle recula et scruta le périmètre. Ce n'était pas la porte qui l'intéressait. Elle n'avait pas de clé, bien sûr, mais le passage latéral qui menait au modeste jardin du presbytère. Lavinia Harrow était tombée près de la table ouest, juste sous le sureau, son journal étant resté sur ses genoux pour la dernière fois pendant l'événement. Miss Marple contourna le bâtiment et s'approcha de la scène comme on s'approcherait d'une tombe, s'arrêtant à l'endroit où la chaise pliante avait été pliée et emportée à la hâte. Elle resta un moment silencieuse, laissant le décor de cet après-midi s'installer à nouveau dans son esprit. Puis elle s'agenouilla près des racines de l'arbre, là où l'herbe poussait irrégulièrement et où la terre avait été légèrement retournée, comme si quelqu'un avait fait un petit travail hâtif à la truelle avant de la tasser. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une délicate cuillère en argent, pas pour le thé, mais bien utile dans les situations exigeant discrétion et délicatesse. Après quelques grattages prudents, la cuillère heurta quelque chose. Ce n'était pas grand-chose, juste un rectangle fin et pâle, taché sur les bords et ramolli par l'humidité. Mais lorsqu'elle le sortit, Miss Marple vit immédiatement ce que c'était. Une page déchirée, froissée et enterrée à la hâte, peut-être oubliée dans la confusion, ou peut-être abandonnée par quelqu'un trop pressé pour effacer complètement ses traces. Elle le lissa doucement contre sa jupe. L'encre était légèrement délavée, mais toujours lisible. Une liste, des noms, tous écrits dans l'écriture angulaire caractéristique de Lavinia Harrow. Pas de titre, juste Paxton, août, Edgington, héritage, Chudley, vol de dentelle, 1932, Roper, bébé 1941, révérend Monsieur Cavavin, 1945. Miss Marple haussa légèrement les sourcils. Ce n'était pas une confession, ni même une entrée de journal. C'était un récit, un tissu d'observation, probablement compilé au fil des ans. La nature humaine en résumé, et les implications, bien qu'ambiguës, étaient énormes. Elle plia la page et la plaça dans une petite enveloppe cirée glissée dans la poche de son manteau. Le journal de Lavinia était dangereux, non pas à cause de ce qu'il disait ouvertement, mais à cause de ce qu'il contenait. Suggéré, voici la preuve qu'il avait été transformé en arme, ou qu'il était sur le point de l'être.
Elle se leva lentement, épousseta ses genoux et jeta un dernier regard vers le sureau avant de retourner vers l'entrée du presbytère. Elle n'avait fait que quelques pas lorsqu'elle entendit un léger bruit, le glissement du gravier derrière la haie latérale. Elle s'est retournée. Une silhouette, mince et rapide, disparut de la vue. L'expression de Miss Marple ne changea pas. Elle continua simplement son chemin d'un pas assuré et sans hâte, comme si elle n'était venue que pour une bouffée de romarin et un souvenir. Cet après-midi-là, dans la douce chaleur de son salon, Miss Marple posa la page sur son bureau et en recopia le contenu dans son carnet. Elle marqua chaque nom d'une série d'annotations codées qu'elle seule pouvait comprendre, une habitude qu'elle avait prise pendant la guerre, lorsque les messages devaient voyager discrètement et qu'on ne pouvait pas toujours se fier au « jure si le nom qui la préoccupait le plus était Paxton Hout ». Non pas pour son mystère. Elle soupçonnait que l'anxiété de Ruth Paxton avait une origine réelle, mais pour la date. Août. Ce mois-là encore, il y avait eu un incident, n'est-ce pas? Quelque chose de mineur. Une chute, se souvenait-elle. Un goûter qui s'était terminé prématurément. Aucune enquête officielle. Mais Miss Marple se souvenait des rumeurs, murmurées au comptoir du boulanger, et répétées avec un humour dramatique à la bibliothèque, selon lesquelles la sœur de M. Paxton avait glissé et s'était cogné la tête. Un accident, bien sûr, mais Ruth n'était-elle pas seule avec elle? Elle aurait besoin d'en savoir plus, discrètement. Pendant ce temps, l'inspecteur Crail avait sa propre révélation. Une réponse était arrivée d'Eastbourne concernant M. Gerald Harrow. Certes, il s'était renseigné sur la succession de sa tante, et ce très rapidement, un jour après sa mort. Non, il n'avait pas été informé de la disparition du journal ni des effets personnels. Mais il avait manifesté son intérêt pour le contenu de la maison, en particulier pour tout objet ayant une valeur historique ou numismatique. Curieux. Aucune mention de deuil, seulement des objets de valeur. Il était arrivé à Lower, Tarning en voiture pour une seule soirée, 2 nuits après le décès, prétextant être trop bouleversé pour rester longtemps, mais il s'était inscrit au Rose and Crown avec une accompagnatrice. Une femme, dont le nom n'a pas été révélé, Crail, griffonnait dans son propre carnet. Il commençait à sentir, comme dirait Miss Marple, que la dentelle s'effilochait sur les bords. Dans un coin tranquille du village, Ruth Paxton s'effondrait encore davantage. Elle n'avait pas dormi. Ses rêves étaient devenus étranges et intrusifs. Lavinia apparaissait dans les embrasures de porte, pointait le poil du doigt, murmurait des choses que Ruth n'entendait pas vraiment. Ses nerfs, autrefois simplement tendus, lui semblaient maintenant comme une corde de piano trop tendue. Ce matin-là, elle avait enfin ouvert à nouveau le tiroir. La page déchirée était toujours là, mais l'encre avait bavé, et elle pouvait à peine lire son nom. Elle la regardait pendant un long moment avant de prendre une décision. Elle irait voir Miss Marple. Quand Ruth arriva, échevelée et le visage blême, Miss Marple l'accueillit sans un mot. Elle lui offrit du thé fort et noir et attendit que Ruth se déplie comme une serviette en lin froissé. « Je crois que j'ai fait quelque chose de terrible, » murmura-t-elle. « L'été dernier, mais je ne le voulais pas. C'est arrivé ?» Comme ça. Et Lavinia, elle savait. Je pense qu'elle allait le dire à quelqu'un. Miss Marple ne dit rien. Elle posa simplement doucement sa main sur celle de Ruth et attendit que les tremblements cessent. « Je ne l'ai pas tué, » dit Ruth. « Je ne l'ai pas tué, mais je crois que quelqu'un a pensé que j'avais peut-être une raison de le faire. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Et quelqu'un d'autre aurait peut-être voulu s'assurer que cette raison ne soit jamais rendue publique. » Ruth leva les yeux. « Tu veux dire que ce n'était pas à cause de moi ?» Les yeux de Miss Marple pétillaient avec la certitude calme de quelqu'un qui avait vu tomber bien trop de masques. « Ma chère, » dit-elle doucement, « quand quelqu'un meurt en public, on nous apprend à observer la scène. Mais la vérité, elle, est toujours cachée dans le plus petit recoin, le plus silencieux.
Et je crois que Lavinia a caché sa vérité dans l'encre et la dentelle. Le lendemain de la confession larmoyante de Ruth Paxton, une fine brume planait sur Lower Turning, comme si le village lui-même souhaitait se réfugier sous un voile. La rosée s'accumulait sur les haies et les pierres des chapelles, et les cheminées laissaient échapper des volutes de fumée qui s'élevaient en silence. Mais à l'intérieur des salons et des boutiques, la tension couvait. La société de dentelle, encore sous le choc de la disparition soudaine et très médiatisée de l'un de ses membres les plus anciens, se réunit ce mardi-là dans un silence absolu. Leurs bavardages habituels étaient absents. Les nappes brodées étaient pliées avec soin. Miss Crawford présidait avec raideur au bout de la table, portant une broche camée qui attirait le regard moins par son charme que par son inconvenance. Elle avait appartenu à Lavinia Harrow. Prêtée à ses affaires avant qu'elle soit emballée, répondit allègrement mademoiselle Crawford lorsqu'on lui posa la question. Lavinia aurait voulu qu'on le voie. Miss Marple ne dit rien, mais ses aiguilles à tricoter claquèrent avec une intensité nouvelle. De l'autre côté de la pièce, Ruth Paxton était assise près de la cheminée, les mains tremblantes, tandis qu'elle tentait de réaliser un délicat bord festonné. Son regard se posait de temps à autre sur Miss Marple, comme en quête de réconfort, ou peut-être de rédemption. Les discussions étaient peu modérées, mais elles ont fini par dériver vers la spéculation, comme toujours. « Eh bien, renifla Madame Templeton, j'ose dire que s'il y avait, c'était un acte criminel, non pas que je croie à de telles absurdités, cela aurait dû venir de quelqu'un qui craignait que Lavinia ne publie cela affreux journal. Imaginez, écrire des gens à l'encre comme des mouches dans un bocal. Mademoiselle Crawford fit une grimace. Ruth disait qu'elle n'écrivait que des ragots anodins. Plusieurs têtes se tournèrent vers Ruth, qui tressaillit et laissa tomber son aiguille. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que penser, c'était surtout des ragots. Mais Lavinia, elle ne faisait pas toujours la différence entre le vrai et le utile. Il y eut un moment de silence avant que Peter Edgington, qui les avait rejoints, sous prétexte d'aider à la comptabilité de la société, ne ricane sombrement. Elle savait plein de choses qui n'étaient d'aucune utilité, si ce n'est pour semer le trouble. Elle m'a coincé devant le marchand de légumes la semaine dernière. Elle m'a dit qu'elle allait clarifier quelques questions de succession. Il se passa la main dans les cheveux, quoi que ça veuille dire. Mademoiselle Crawford lui lança un regard noir. « Je trouvais que Lavinia et toi vous entendiez plutôt bien. » Le sourire de Peter était mince. Elle aimait se faire passer pour la tante de tout le monde, jusqu'à ce qu'elle décide qu'elle était la juge de tous. Miss Marple posa doucement son tricot. « C'est une déclaration assez dure, » dit-elle doucement, même si elle paraît un peu dure. Lavinia avait ses défauts, comme nous tous. Mais elle avait aussi une excellente mémoire et une façon très précise de consigner les choses. Peter s'agita sur son siège. C'est facile de dire à quelqu'un qu'il est prudent quand il est mort. Ruth ouvrit la bouche puis la referma. Le regard de Madame Templeton se plissa. « Eh bien, je crois que certains étaient ravis que le journal disparaisse. Imaginez ce qu'il y avait d'autre dedans. »« Oui, » dit Miss Marple. « Je crois bien que oui. » Et sur ce, elle se remit à tricoter. Mais son esprit était ailleurs. Cet après-midi-là, l'inspecteur Crail arriva sans prévenir au cottage de Miss Marple, une petite liasse de papier à la main et un sillon entre les sourcils. « Vous aviez tout à fait raison, » dit-il en acceptant une tasse de thé et en s'installant dans le fauteuil près de la fenêtre. « Le contenu du journal, ou du moins ce qu'il en reste, est bien plus troublant que je ne l'imaginais. »« Tu l'as récupéré alors » demanda-t-elle doucement. « Pas tout à fait. Mais quelqu'un a déposé un lot de pages déchirées dans la boîte aux lettres de la gare tard hier soir. Pas de mots. Pas d'empreinte digitale déchiffrable. Mais c'est bien son écriture. Nom, date, note cryptique. » Miss Marple hocha la tête. « Oui, j'en ai trouvé une moi-même, enterrée, sous le sureau. » Crail cligna des yeux. « Tu quoi ?» Elle fit un signe de la main avec un sourire. « Je n'ai pas trop dérangé.
Juste assez pour récupérer ce qui avait été manqué. Il expira. Entre votre page et ce qui a été publié, on a une sorte de liste de secrets de village. Des allégations de vol, de chantage, une ancienne tentative d'empoisonnement, sans que nous puissions rien prouver. Non, répondit Miss Marple, mais ce n'était pas le but du journal, je crois. Lavinia n'avait pas l'intention de le publier. Elle se protégeait. Crail se pencha en avant. Alors pourquoi? Dire aux gens qu'elle l'avait? Pourquoi menacer de révéler ce qu'il y avait à l'intérieur? L'expression de Miss Marple s'adoucit. Parce qu'elle se sentait menacée. Elle avait passé des années à observer discrètement, mais quelque chose avait changé. Quelqu'un, ou plusieurs, avait commencé à s'attarder sur de vieilles blessures. Et Lavinia connaissait des gens. Elle sentait le désespoir. Crail se frotta les tempes. Le désespoir rend les gens imprudents. Oui, dit-elle. Et la peur. Et la peur, comme je l'ai toujours constaté, est la cousine la plus proche de la violence. À cet instant précis, Ruth Paxton se tenait devant l'évier de sa cuisine, fixant le rosier de son jardin comme s'il pouvait lui offrir un conseil. Son mari était parti rendre visite à sa sœur à Croydon, la laissant seule avec les ombres et le silence grinçant de leur cottage. Elle se retourna brusquement et ouvrit le tiroir à pipe. La page déchirée, celle qui portait son nom, avait disparu. Son souffle s'arrêta. Elle ne l'avait pas brûlée. Elle ne l'avait pas déplacée. Ses doigts agrippèrent le bord du tiroir, les jointures blanches. Quelqu'un était entré dans la maison. Elle se dirigea vers le téléphone, composa le numéro du cottage de Miss Marple et attendit. La sonnerie retentit une fois, 2 fois. Puis la ligne grésilla et la connexion fut établie. Jane Marple. À l'appareil. Elle a disparu, murmura Ruth. La page, elle a disparu, quelqu'un l'a prise. Il y eut une pause. Gardez vos portes verrouillées ce soir, Ruth, dit Miss Marple, et ne répondez pas à la sonnette si vous ne connaissez pas le visage. Plus tard dans la soirée, une silhouette traversa discrètement l'étroit couloir du Rose and Crown. Peter Edgington frappa à une porte au fond de l'auberge et entra sans attendre de réponse. À l'intérieur, Gerald Harrow était assis près de la fenêtre, tirant sur une cigarette avec l'ennui de quelqu'un qui attend de l'argent. « Eh bien ?» demanda Peter. Gérald brandit un morceau de dentelle déchiré, délicat, effiloché, mais faisant indéniablement partie de la reliure d'un journal. « C'est tout ce qui reste. » Peter fronça les sourcils. « Et le reste ?» ?»« Détruit. Tu ne veux pas que les gens sachent ce qu'il y avait dedans, crois-moi. »« Je sais, » rétorqua Peter. « C'est pour le reste du village que je m'inquiète. » Gérald haussa les épaules paresseusement. « Alors, considère ça comme une faveur. Tante Lavinia était bien trop intelligente. C'est mieux comme ça. » Peter hésita. « Et si la police venait me demander ? Ils l'ont déjà fait, et j'ai déjà quitté la ville. » Gérald écrasa sa cigarette et prit un petit étui de voyage. Il était parti avant que Pierre puisse répondre. Cette nuit-là, Miss Marple était de nouveau assise dans son salon, la lumière de la lampe captant le faible éclat de ses lunettes argentées. Elle avait passé l'après-midi à écrire tout ce qu'elle savait. Non pas pour la police, mais pour elle-même. Une habitude née de longues années et de trop nombreuses affaires où la vérité était cachée au grand jour. Une chose était claire maintenant. Lavinia Harrow n'avait pas seulement collectionné des secrets. Elle avait compris leurs poiselles les avait utilisés, peut-être avec imprudence, mais pas avec cruauté. Le vol du journal, la dispersion de ses pages, tout cela avait été une tentative de la réduire au silence, même dans la mort. Mais une chose demeurait intacte. Intention, quelqu'un avait plus craint d'être exposé que de se sentir coupable, et cette peur avait laissé des traces. Miss Marple souleva la page qu'elle avait trouvée sous l'arbre et regarda à nouveau le nom, près du bas, Révérend Monsieur Cavavin, 1945. Elle sourit faiblement. Même le vin, murmura-t-elle, peut fermenter et devenir amer s'il est laissé trop longtemps.
C'était un mercredi matin calme, lorsque la deuxième secousse a frappé Lower Turning, plus silencieuse que la première, mais non moins choquante. Mademoiselle Elspeth Worsley, une veuve âgée connue principalement pour sa passion pour les géraniums et son épistolaire compulsif, fut retrouvée inconsciente au fond de sa véranda. Les débris d'un service à thé en porcelaine éparpillés autour d'elle. Le médecin du village, appelé par son jardinier, diagnostiqua un malaise, peut-être provoqué par la chaleur ou une peur soudaine. Mais en l'examinant de plus près, il découvrit une ecchymose le long de sa tempe gauche et ce qui semblait être une légère égratignure sous sa mâchoire. « C'était peut-être une chute », dit-il à Madame Penaligon, arrivée avec une gourde d'orge et une foule de commentaires. « Mais cela semble un peu trop délibéré. » Mademoiselle Worsley reprit, connaissance 2 heures plus tard, mais resta désorientée, incapable ou peu disposée à expliquer ce qui s'était passé. Lorsqu'on lui demanda directement si elle avait vu quelqu'un, elle murmura simplement « La dentelle, elle avait de la dentelle dans les mains », avant de sombrer dans un sommeil agité. L'incident s'est propagé dans le village à Bischofszanden, une vitesse déconcertante. Elle ne s'est jamais évanouie, insista mademoiselle Crawford au bureau de poste, même pas pendant l'été 54, quand le clocher a pris feu. Quelqu'un frappait-elle, murmura M. Gris derrière le comptoir de papeterie. Je parie que c'est lié aux affaires de Lavinia. Trop de coïncidences. Miss Marple, cependant, était moins encline à parier, et plus encline à observer. Plus tard dans l'après-midi, elle rendit une visite discrète au cottage des Worsley, portant un petit bouquet de soucis et de camomille, ainsi qu'un bocal de queen confit. C'est le jardinier, le jeune Thomas Brigg, qui ouvrit la porte, et dont l'attitude joyeuse habituelle avait été remplacée par une méfiance rigide. « Elle se repose, mademoiselle, » ça dit-il. « C'est le médecin qui me l'a ordonné. Mais je lui ferai savoir que vous êtes arrivée. » Miss Marple hocha gentiment la tête. « Bien sûr, ma chère, je ne voudrais pas vous déranger, mais si vous pouviez être si gentille, est-ce vous qui l'avez trouvé ?» Thomas se gratta la tête. « Oui, j'arrosais les plates-bandes latérales. J'ai remarqué que la porte de la véranda arrière était ouverte. Ce n'est pas normal, voyez-vous. Elle est très exigeante avec les courants d'air. J'imagine que tu es entré immédiatement ?» Il hocha la tête. « Et je l'ai vue, par terre. Du thé partout. On aurait dit qu'elle avait essayé de se relever puis qu'elle avait glissé. » Miss Marple réfléchit à cela. « Et manquait-il quelque chose ?» Il cligna des yeux. « Disparu. »« Oui, quelque chose de déplacé. »« Un sac, une lettre, peut-être ?» Thomas parut perplexe. « Eh bien, il y avait un morceau de tissu dans sa main, de couleur pâle. On aurait dit de la dentelle, peut-être. Mais je n'y ai pas touché. Il avait disparu quand le médecin est arrivé. Parti ?» Le ton de Miss Marple ne changea pas, mais son attention s'aiguisa. « Peut-être que je l'ai imaginé, » ajouta Thomas nerveux. « Ce n'était que l'espace d'une seconde. Ou peut-être que quelqu'un est revenu le chercher, » dit doucement Miss Marple. « Merci, Thomas. Tu m'as été d'une grande aide. » Elle laissa le bouquet et le coin sur le pas de la porte et retourna vers la ruelle, son esprit travaillant avec une précision délicate. Une seconde attaque, car c'était bien ce qu'elle avait été, et cette fois plus précipitée, plus imprudente. Quelqu'un commençait à s'inquiéter. Et ce qui était plus curieux encore, c'est qu'Elspeth Worsley, malgré sa réputation de commère et de chroniqueuse des détails locaux, n'apparaissait pas sur la page des soupçons de Lavinia, à moins, bien sûr, qu'elle avait sur une partie du journal qui est restée manquante. Ce soir-là, Miss Marple écrivit une autre lettre. Celle-ci était adressée à l'inspecteur Crail, lui demandant de venir la voir dès que possible et de lui apporter les fragments restants du journal intime en dentelle, en possession de la police. Lorsqu'il arriva le lendemain matin, légèrement échevelé et visiblement en manque de sommeil, il lui remit une enveloppe contenant plusieurs pages déchirées supplémentaires, la plupart endommagées par l'eau et le feu.
Je ne devrais pas partager ça, murmura-t-il. Mais il semble que vous en ayez vu plus que le coroner. Miss Marple sourit doucement. J'essaie de rester attentive, inspecteur. Je trouve que beaucoup de gens ne regardent que l'évidence. Ensemble, ils examinèrent les pages. La plupart étaient indéchiffrables. L'une d'elles énumérait une série de chiffres monétaires accompagnés d'initiales GH, RP, MC. Peut-être des dettes ou des paiements. Un autre avait une liste de noms de motifs de dentelle, rose Windsor, nœud vénitien et quelque chose griffonné faiblement. Fenêtre en digital, les yeux de Miss Marple se rétrécirent. Digital, murmura-t-elle. C'est toxique, n'est-ce pas? Demanda Crail. Oui, dit-elle, mais aussi un nom. Elle se leva et traversa la pièce jusqu'à sa petite bibliothèque, d'où elle sortit un registre de jardinage défraîchi. Après avoir feuilleté plusieurs pages, elle trouva ce qu'elle cherchait. Une référence à une femme nommée Estelle Digital, autrefois une dentelière locale qui avait mystérieusement disparu à la fin des années 1920. Lavinia était fascinée par sa disparition. Expliqua Miss Marple. L'affaire n'a jamais été résolue. Mais plus encore, Lavinia soupçonnait que quelque chose de profondément désagréable avait été dissimulé. Elle m'a raconté un jour, il y a de nombreuses années, qu'un morceau de dentelle cousue avec les initiales EF avait été caché et avait peut-être circulé entre plusieurs mains. Crail la fixa du regard. « Et tu penses que ce fil conducteur est lié à notre affaire actuelle? Je crois que Lavinia croyait que le passé résonnait dans le présent. Et je crois que quelqu'un craignait qu'elle ait lié ses échos. » Pendant ce temps, Peter Edgington se tenait au bord de l'étang du moulin, à la sortie du village, le souffle embué par la fraîcheur matinale. Il serrait une photo à la main, une petite image froissée de lui-même enfant, debout à côté de sa tante Lavinia sur son banc de jardin. Elle l'entourait d'un bras. Son regard était perçant. Même sur la photo, il l'avait autrefois adorée. Mais elle avait ensuite découvert les lettres, des lettres de son défunt père, révélant des dettes, des mensonges, une signature falsifiée. Elle avait insinué prudemment que Peter risquait peut-être de perdre son héritage. Moins bien sûr qu'il ne corrige certaines choses. Il pensait l'avoir suffisamment effrayée pour qu'elle cesse de poser des questions, mais elle n'avait pas arrêté. Pas même lorsqu'il l'avait prévenue, pas même lorsqu'il s'était rendu au presbytère cet après-midi-là avec l'intention de voler le journal. Et maintenant, elle était morte. Et Miss Worsley, inoffensive, silencieuse, avait failli mourir elle aussi. Il jeta la photo à l'eau et la regarda couler. Mais la culpabilité ne le quitta pas. Au coucher du soleil, Miss Marple parcourut lentement le cimetière, s'arrêtant une fois de plus devant la tombe d'Alfred Harrow. Accroupie près du rosier planté près de la pierre tombale, elle en écarta les feuilles. Cette fois, elle trouva quelque chose à moitié enterré. Non pas une page, mais un médaillon en argent terni par le temps. À l'intérieur, plié hermétiquement, se trouvait un bout de papier avec seulement 3 mots. « Tu avais raison. » Ça n'était pas signé. Mais elle reconnut l'écriture, précise, réfléchie, légèrement inclinée vers la gauche, celle de Lavinia. Miss Marple tournait le médaillon dans sa main. Il avait la forme d'un médaillon en dentelle. Le message, quel que soit son contexte, avait été caché. Après, la mort de Lavinia, ce qui signifiait que quelqu'un d'autre l'avait, en sa possession, et l'avait ramené à l'endroit où elle avait toujours visité. Non pas pour le détruire, mais pour laisser une trace. Pourquoi? Pour laver un nom, avoué. Il faudrait qu'elle le découvre. Mais maintenant, plus que jamais, elle savait que la vérité n'était pas loin. Quelqu'un avait commencé à paniquer. Et la panique, d'après la longue expérience de Miss Marple, menait toujours à des erreurs. C'était le genre de fin d'après-midi qui teintait le village de suspense. Un soleil doré bas à l'horizon, des haies immobiles et sans vent, et des ombres trop longues pour être confortables. À une telle heure, Lower Turning aurait pu paraître parfaitement serein à un passant. Mais pour ceux qui y vivaient,
qui ressentait ces courants sous-jacents comme une variation de pression barométrique, la tension était palpable. Et Miss Marple, bien que souriante en disposant un petit service à thé dans son salon, le ressentait également. Ses doigts travaillaient sans hâte, disposant un torchon propre, un plat de biscuits au gingembre et une théière de thé Kimon infusant à la seconde près. Ce n'était pas pour le spectacle, c'était un décor, un théâtre silencieux où commencerait la dernière représentation d'une longue et subtile pièce. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. Il était 4h moins 10. On frappa à la porte, précisément à l'heure. Canty, elle ouvrit la porte. Peter Edgington se tenait là, sa casquette à la main, ressemblant à un garçon sur le point d'être grondé pour une vitre cassée. « Mademoiselle Marple, » dit-il avec une joie forcée, « vous avez demandé à me parler ? En effet, monsieur Edgington, entrez. Je viens de préparer une nouvelle cafetière. » Il la suivit dans le salon, jetant un regard circulaire avec un malaise qui trahissait son air désinvolte. Il s'assit là où elle lui indiquait, juste en face de sa chaise de broderie. Son regard se posa sur le petit médaillon en argent, posé sur un apron en dentelle sur la table. « J'ai pensé qu'il valait mieux, » commença doucement Miss Marple, « que nous parlions franchement. Le village est plein de spéculations, et parfois, le seul antidote à la peur, c'est la vérité. » Peter essaya de sourire. « J'imagine que c'est pour ça que la police a encore fouiné. » Elle versa le thé. « Je crois que l'inspecteur Crail fait de son mieux, mais je trouve que la vérité se révèle souvent dans des situations plus simples. Par exemple, elle lui tendit une tasse de thé, dans la façon dont les gens réagissent à des choses insignifiantes en apparence. » Elle souleva délicatement le médaillon. « Ceci, par exemple. Il a été retrouvé près de la tombe d'Alfred Harrow. Vous ne sauriez pas par hasard qui l'a déposé là ?» Les lèvres de Peter s'entr'ouvrirent, puis se pincèrent à nouveau. « Pourquoi le saurais-je ?»« Parce que, » dit-elle doucement, « on t'a vu traverser le cimetière il y a 2 nuits, juste après le coucher du soleil. » Un silence. Sa main tremblait légèrement tandis qu'il posait sa tasse de thé. « Je réfléchissais, c'est tout. J'y allais quand j'étais petit. J'en suis sûr, une habitude réconfortante. » Elle croisa les mains sur ses genoux. « Et tu es allé voir ta tante, n'est-ce pas? Pas seulement pour faire son deuil, mais pour récupérer quelque chose. Le journal, peut-être? Je n'ai pas... Enfin... » Peter déglutit. « Écoute, Lavinia semait le trouble. Elle devait toujours avoir le dessus. Parce qu'elle a découvert que ton père avait falsifié des documents pour obtenir un prêt et t'a laissé le fardeau de la dette. » Il la fixa du regard. Son visage perdit toute couleur. « Elle n'allait pas le publier, » dit Miss Marple, « mais elle pensait que vous deviez le savoir, peut-être même expier. » Peter se leva brusquement. « Je ne l'ai pas tué. Je n'ai jamais dit que tu l'avais fait. » Le silence s'étendit entre eux, puis elle ajouta, tout bas, « Mais tu étais là, Peter, au presbytère. Tu as pris le journal dans son sac à main après son malaise, n'est-ce pas ?» Sa respiration s'accéléra. « Je pensais... » Il passa une main dans ses cheveux. « Je pensais que si je les détruisais, tout irait bien. Mais quelqu'un d'autre regardait. Quelqu'un qui les voulait encore plus que moi. »« Gerald Harrow ?» Il hocha la tête, l'air malade. « Il est venu au Rose and Crown. Il a dit qu'il était au courant pour le testament. Il m'a menacé. Il m'a dit de lui apporter le journal. Sinon, il dirait que j'étais impliqué dans la mort de Lavinia. » Miss Marple pencha la tête. « Et vous ?» ?»« Je lui ai donné les fragments que j'avais. Il a promis de les détruire. » Miss Marple se leva et se dirigea vers la cheminée. « Tu sais, » dit-elle doucement, « je pense que Gérald n'était pas aussi malin qu'il le croyait. Je pense aussi qu'il n'a jamais retrouvé le journal dans son intégralité, car Lavinia, aussi prudente soit-elle, avait déjà retiré la page la plus accablante et l'avait cachée. Elle se retourna tenant un morceau de parchemin plié. Peter regarda fixement. Elle a confié ce dossier à une femme en qui elle avait confiance, Elspeth Worsley. Le visage de Peter changea. C'est pour ça que quelqu'un l'a attaqué.
Miss Marple hocha la tête. Il voulait en savoir si elle avait raconté à quelqu'un ce que Lavinia avait partagé. Mais elle ne l'avait pas fait. Elle s'y est simplement accrochée, par peur et par loyauté. Elle a ouvert la page. C'était une seule phrase, écrite de la main anguleuse de Lavinia. « RP m'a avoué en nous. Sa chute n'était pas accidentelle. » Peter déglutit difficilement. « Ruth ?» Miss Marple s'assit à nouveau. Ruth était fragile et effrayée. Mais elle n'a pas tué Lavinia. Elle craignait seulement ce qu'elle pourrait dire, et cette peur faisait d'elle aussi une cible. Le regard de Peter dériva. « Alors qui ?» Miss Marple répondit, avant qu'il puisse terminer. « Celui qui avait le plus à perdre. Celui qui avait gardé un secret pendant près de 30 ans. Celui qui utilisait l'Église, la confiance de ses paroissiens et le prétexte de la moralité pour s'assurer que personne ne l'examine de trop près. » Peter cligna des yeux. « Révérend Millstone » murmura-t-il. Miss Marple hocha lentement la tête. Lavinia a découvert quelque chose de 1945, quelque chose à propos de la cave, la mort d'une femme, une question de silence et de culpabilité. Et Lavinia, malgré tout son tact, ne pouvait pas laisser cela sans le noter. Elle l'a inclus dans son journal. Peter se pencha en avant. « Mais le révérend, il est humain, » dit Miss Marple à voix basse. « Et même les ecclésiastiques, j'en ai peur, sont sujets à la peur. » Cette nuit-là, l'inspecteur Crail s'appuya sur les conclusions de Miss Marple. Il arriva au presbytère où le révérend Millstone venait de rentrer de sa brève retraite. Le sot révérend l'accueillit avec un sourire las. « Vous êtes de retour à la recherche d'ossements, inspecteur. » Crail ne sourit pas. Pas besoin de creuser, juste quelques questions. 1 heure plus tard, le révérend était affalé dans son fauteuil, la lumière du feu vacillant sur ses lunettes. Sa voix tremblait. « Je ne voulais pas que ça arrive. » Elle a menacé de montrer la page à l'évêque. Elle a dit qu'elle l'avait gardée précieusement toutes ces années, en attendant. J'ai essayé de la raisonner, mais comme elle refusait de m'écouter, quand elle s'est levée et m'a tourné le dos, j'ai paniqué. J'ai glissé quelque chose dans son cordial, quelque chose de doux, juste assez pour la rendre malade, mais son cœur, il enfouit son visage dans ses mains. Je voulais seulement lui faire peur. L'arrestation s'est déroulée discrètement. Les journaux n'ont pas voulu raconter toute l'histoire. Miss Marple n'en a plus jamais parlé. Mais le journal de dentelle, ce qu'il en restait, fut remis à l'inspecteur Crail. Il l'archiverait, dit-il, soigneusement, en privé. Quant au médaillon en argent, il est resté sur la cheminée de Miss Marple. Elle s'assit près du feu ce soir-là, tricotant enfin sans tension dans ses doigts. La vérité était apparue, non pas avec tonnerre ou fureur, mais avec de petits points de patience, d'observation et une profonde compréhension de la fragilité humaine. Un autre motif terminé, un autre nœud défait. C'était un dimanche matin inhabituellement calme à Lower Turning. Le soleil filtrait en rayons tamisés à travers les rideaux à moitié tirés, et l'air était d'un calme particulier, celui qui suit non pas une célébration, mais un bilan. La cloche de l'église n'a sonné qu'une seule fois ce jour-là. L'intérieur du presbytère, un remplaçant temporaire, le jeune et doux révérend Talbot, prononça un sermon agréable mais oubliable. Les bancs n'étaient qu'à moitié remplis. Parmi les personnes présentes, peu écoutaient. La plupart étaient assis, distraits, les mains jointes trop serrées sur les genoux, pensant non pas au ciel, mais aux événements récents. L'arrestation du révérend Millstone n'avait pas été rendue publique, du moins pas au sens propre du terme. Mais le village était au courant. Les villages le savent toujours. La nouvelle était présente dans le silence des conversations où les noms étaient prononcés, dans les hochements de tête guindés dans les rues pavées et dans les regards détournés de ceux qui se croyaient autrefois de bons juges de caractère. Au premier rang était assise Miss Marple, calme comme toujours, vêtue d'un doux gris tourterelle, les mains gantées, l'air neutre. Elle ne jubilait pas. Elle ne jubilait
Jamais. Mais sa présence était le signe discret que quelque chose était réglé. À la fin de la cérémonie, elle ne s'attarda pas à la grille du cimetière pour les bavardages habituels. Elle rentra directement chez elle, ne s'arrêtant qu'une seule fois à l'orée de la roseraie derrière le presbytère. Là, parmi les pétales tombés, se tenait Ruth Paxton. Ruth leva les yeux à l'approche de Miss Marple. Son visage était pâle, mais plus calme, comme si le brouhaha de son esprit s'était enfin estompé. « Tu avais raison, » dit Ruth doucement. « Il l'a fait. » Miss Marple hocha légèrement la tête. « Oui, même si, j'ose dire, la vérité n'était pas facile pour lui non plus. » Ruth se serra dans ses bras. « Il nous rendait souvent visite. Après la mort de ma sœur, il disait que c'était le plan de Dieu, que certaines choses étaient trop douloureuses pour être portées, seules. » La voix de Miss Marple était très douce. « Et pourtant, il vous a laissé porter le fardeau. » Des larmes brillèrent dans les yeux de Ruth. Il savait, depuis le début, je crois, que je n'avais dit à personne toute la vérité sur la chute, que j'avais crié, qu'elle avait glissé après que je l'ai poussée. Elle détourna le regard. Ce n'était pas censé arriver. « Non, » dit Miss Marple, « mais c'est vrai. Et Lavinia l'a écrit parce qu'elle croyait que quelqu'un devait se souvenir, non pas pour punir, mais pour protéger. » Ruth se tourna vers elle. « Vais-je être arrêtée ?» Miss Marple secoua lentement la tête. « Il n'y a plus d'affaire à rouvrir, et plus personne à accuser. Vous avez déjà vécu avec ce fardeau. » Ruth détourna à nouveau le regard, cette fois vers les arbres se balançant doucement dans la brise. « Elle m'a sauvé, n'est-ce pas ?»« À sa manière, » répondit Miss Marple. « Oui. » Plus tard dans la journée, l'inspecteur Crail rendit visite à Miss Marple avec sa lassitude habituelle, mais aussi quelque chose de plus inhabituel, la gratitude. « Sans toi, elle n'aurait pas été arrêtée, » dit-il tandis qu'elle lui versait du thé. Aucun mobile, aucun signe visible de lutte, juste une vieille femme qui s'est effondrée en plein milieu d'un scone. Miss Marple esquissa un sourire modeste. « Il a commis 2 erreurs, inspecteur. La première était de supposer que Lavinia n'anticiperait pas le danger. La seconde était de croire que personne ne penserait à regarder. Pourquoi elle a apporté le journal ce jour-là? » Crail remuait son thé. « Qu'est-ce qui t'a fait le soupçonner ?»« Son calme, » dit-elle. « Pas le bon, ni respectueux, ni accablé de chagrin, calculé. Et puis, il y avait le journal manquant, les préparatifs, des funérailles à la va-vite. Le voyage précipité à Bournemouth. Il ne voulait ni temps ni place pour des questions. » Crail hocha la tête. « Il a avoué plus que je ne l'aurais cru. Il était fatigué, » dit Miss Marple. « Comme la plupart de ceux qui portent un sentiment de culpabilité depuis longtemps caché. Il ne supportait tout simplement pas l'idée que Lavinia puisse le dénoncer après toutes ces années. Alors il a paniqué. » Crail posa sa tasse. Elle était remarquable, n'est-ce pas? Lavinia. Tous ces records, tous ces liens qui nous unissaient. « Oui, » répondit Miss Marple, le regard perdu dans le vide. Elle ne collectionnait pas les secrets pour le pouvoir, vous savez. Elle les collectionnait parce qu'elle croyait que la vérité devait exister quelque part, même si elle n'était dite à voix haute qu'en cas d'absolue nécessité. L'inspecteur se leva. « Et grâce à vous, ça l'a été. » Ce soir-là, le soleil se couchait derrière les collines et les ruelles de Lower Tarning étaient à nouveau remplis de chants d'oiseaux et du cliquetis des plats, tandis que le souper était servi. Chez les Edgington, Peter était assis en silence, à côté de sa mère, leurs assiettes à moitié vides. Le silence entre eux n'était pas hostile, mais chargé de non-dits. Finalement, il repoussa son assiette et dit « Elle ne m'a rien laissé. » Madame Edgington ne leva pas les yeux. « Elle t'a laissé la chance de prendre un nouveau départ. C'est plus que ce que certains ont. » Il soupira. « Je ne l'ai pas tuée. C'est juste que je ne l'ai pas arrêtée non plus. Elle t'aurait pardonné, dit sa mère, mais tu vas devoir le mériter maintenant. » De l'autre côté du village, au cottage Harrow, désormais fermé à clé et en attente d'homologation, un rideau de fenêtres flottait au vent. La maison était telle qu'elle avait toujours été, stricte, étroite,
imprégné du parfum de la lavande ancienne et du cirage au citron. Mais le poids qu'elle portait avait changé. Les secrets qu'elle protégeait autrefois avaient été dévoilés, et la maison semblait désormais plus légère, quoique plus solitaire. Miss Marple était assise seule près de sa cheminée, les flammes projetant de lentes ombres sur son tapis. Le médaillon en argent reposait à côté de sa tasse de thé, et les dernières pages du journal en dentelle, ou ce qu'il en restait, étaient rangées dans son tiroir. Ni pour la police, ni pour un tribunal, mais pour la mémoire. Tandis qu'elle sirotait son thé, son regard scrutait les objets familiers de sa chambre. Le tic-tac de l'horloge, le vase de jonquilles, son tricot arrêté au milieu de la rangée. La vie reprenait lentement son cours. On frappa à la porte. Elle l'ouvrit et trouva Ruth Paxton, tenant un petit paquet emballé. J'ai trouvé ça dans la vieille boîte à couture de Lavinia, dit Ruth. Elle me l'avait donné pour que j'en raccommode les coins, et je l'avais complètement oublié. Ça ne fait pas partie du journal, je crois, mais ça vient d'elle. Miss Marple prit le paquet avec précaution et le déballa pour révéler un mouchoir ourlé de dentelle complexe, avec un monogramme cousu, EF. Elle n'a jamais cessé de chercher, dit Ruth, ce qui était arrivé à Estelle Foxglove. Je crois qu'elle pensait que quelqu'un s'en souvenait encore. Miss Marple sourit faiblement. Elle disait toujours que le passé n'était pas vraiment révolu, qu'il attendait juste que les bons yeux le regardent à nouveau. Ruth hocha la tête et pour la première fois depuis des jours, sa posture sembla se détendre. « Merci, dit-elle, de ne pas t'être détournée. » Miss Marple la regarda partir, puis retourna à sa place et lissa le mouchoir sur ses genoux. Les points étaient délicats, à l'ancienne, le fil légèrement irrégulier, comme cousu à la hâte ou sous la contrainte. Un murmure du passé, un autre mystère peut-être pour un autre jour, mais pour l'instant paix. Une semaine s'est écoulée. Les jonquilles de Lower Turning commençaient à brunir sur les bords. La place du village, autrefois résonnant des rires des enfants et des ragots du jardin, était devenue étrangement silencieuse. Ce n'était pas seulement le chagrin qui planait dans l'air, mais le calme particulier qui suivait la révélation. Lorsque des secrets étaient révélés, toutes les blessures ne se refermaient pas facilement. Certaines laissaient des cicatrices qui modifiaient les traits de visage familiers. Mais le temps, comme le lierre, avançait lentement. Au Rose and Crown, la conversation avait repris, mais avec hésitation et regards en coin. Madame Templeton, toujours une sommité méticuleuse en matière de mondanité, avait pris l'habitude de raconter l'incident du thé en des termes de plus en plus dramatiques. Selon sa dernière version, elle avait éprouvé une prémonition spirituelle dès que Lavinia avait touché sa tasse de thé. D'autres, comme mademoiselle Crawford, s'étaient retirées. Sa broche camée, celle empruntée à la succession de Lavinia, n'était plus visible. Mademoiselle Marple apprit qu'elle la lui avait rendue discrètement, la plaçant sous un linge près de la balustrade de l'autel avant les prières matinales. Miss Marple elle-même, bien que rarement oisive, ne faisait aucune déclaration. Elle avait toujours constaté que la vérité, une fois révélée, exigeait plus le silence que les applaudissements. Le révérend Millstone avait été transféré du commissariat local vers un établissement discret en attendant la procédure officielle. Le coroner avait ultérieurement décidé qu'il n'y aurait pas de procès. Son avocat avait plaidé une responsabilité atténuée, appuyée par une évaluation médicale discrète de son état de santé et de sa détresse mentale. L'âge, la réputation et le temps avaient atténué les conséquences de la justice. Il finira ses jours tranquillement, dit l'inspecteur Crail à Miss Marple lors d'une de leurs conversations en fin d'après-midi. Mais pas confortablement. Miss Marple, qui tricotait dans son jardin, hocha simplement la tête. « Ce n'est pas une punition qu'il subira, » dit-elle. « C'est un souvenir. » L'inspecteur réfléchit à cela. « Vous savez, ajouta-t-il, l'affaire Harrow ne sera peut-être jamais officiellement qualifiée de meurtre. Mais nous le savons. Et parfois, savoir est le seul verdict. »
Qui compte? Il marqua une pause. Regrettes-tu de ne pas en avoir révélé davantage? Miss Marple leva les yeux. Des regrets? Non, chacun porte sa vérité différemment. Certains ont besoin que le monde entier la connaisse. D'autres ont juste besoin de la déposer là où on se souviendra d'elle. Elle désigna le mouchoir posé dans un petit cadre en bois près de sa fenêtre. Les initiales d'Estelle Foxglove avaient été soigneusement gravées sous la vitre. Elle n'a pas obtenu justice non plus, remarqua doucement Crail. Non, dit Miss Marple, mais elle n'a pas été oubliée, et c'est aussi une forme de justice. Au cottage Harrow, les préparatifs de vente avaient commencé. Gerald Harrow avait fait une dernière apparition, arrivant d'Eastbourne avec un notaire et repartant moins d'une heure plus tard, visiblement frustré. Le testament de Lavinia, en fin de compte, n'avait pas été modifié en sa faveur. Ses biens, hormis un modeste ensemble de bibelots et de meubles, avaient été légués à la société historique locale. Une décision qui parut mesquine à certains et poétique à d'autres. Parmi les objets transmis à la société se trouvait à une boîte scellée étiquetée à ouvrir uniquement en compagnie calme. Miss Marple avait souri en l'apprenant. C'était tout à fait le genre de Lavinia de n'accorder ces derniers mystères qu'à ceux qui étaient assez patients pour les mériter. Ruth Paxton reprit ses promenades dans le pré, s'arrêtant souvent pour se reposer près du banc de pierre, derrière le mur du presbytère. Son teint s'améliora et bien qu'elle parlât peu, elle se déplaçait désormais avec une détermination tranquille. Elle n'avait été condamnée ni par la loi ni par ses voisins, mais avait choisi un lent retour à la vie. Miss Marple l'avait vue un jour, agenouillée près des rosiers du cimetière, glissant un mot sous la terre. Certaines confessions, pensait-elle, étaient mieux données à la terre. Peter Edgington, toujours agité, quitta le village peu de temps. Après, il ne dit à personne où il allait, mais Miss Marple reçut plus tard un court mot d'une pension de famille de Whitby. Il ne contenait aucune excuse, seulement les mots suivants. « Tu avais raison, je vais réessayer ailleurs. » Elle le plia et le glissa entre les pages d'un registre de jardinage où elle conservait des souvenirs qui ne constituaient pas vraiment des lettres. Elle ne lui en voulait pas. Faiblesse, elle le savait, n'était pas synonyme de méchanceté. Le printemps céda la place à l'été, et le village se remit, quoique de manière inégale. La société de la dentelle se réunit à nouveau sous le sureau, mais avec moins de membres et moins de faste. L'air était chargé d'un bavardage plus doux, comme si le groupe, après avoir frôlé la mortalité, s'était replié sur lui-même. Miss Crawford a apporté de l'éponge Victoria au lieu de Battenberg. « Je pensais que c'était mieux, » murmura-t-elle. Miss Marple assistait discrètement à la cérémonie, sa présence immobile mais constante. Elle n'avait pas de tricot, seulement un chapeau de paille et un œil attentif. Tandis que les conversations allèrent du jardinage aux rumeurs paroissiales, elle se surprit à réfléchir à ce besoin si humain de préserver les choses, les souvenirs, les noms, les vérités, les regrets. Lavinia Harrow avait tenté de préserver ces 4 êtres, non par vengeance mais par diligence. Miss Marple repensa au journal en dentelle. Ces fragments, certains lisibles, d'autres tachés par le temps, n'avaient pas raconté une seule histoire, mais plusieurs. Des avertissements, des souvenirs, des liens délicats noués avec des personnes qui n'auraient jamais imaginé que leurs noms auraient une importance pour l'histoire. C'était un miroir tendu au village. Et comme tous les miroirs, il reflétait ce que les gens préféraient cacher. La semaine suivante, Miss Marple reçut une enveloppe par la poste, sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une violette pressée et un mot écrit dans une écriture inconnue. Elle observait. Elle se souvenait. Elle n'avait jamais été cruelle. Ce n'était pas signé. Miss Marple plia soigneusement le mot et glissa la fleur dans son herbier, entre la menthe et le romarin. Elle n'avait pas besoin de connaître l'expéditeur. Le sentiment lui suffisait. Sur la dernière page de son petit journal intime, pas un journal intime,
mais un recueil de pensées nées d'années d'observation, elle a écrit « On imagine » souvent que les crimes naissent de la rage ou de la cupidité. Mais j'ai constaté qu'ils naissent souvent du silence, du poids de secrets trop longtemps gardés, de l'incapacité à supporter d'être connue. Elle posa le journal et entra dans son jardin, où la brise du soir agitait les roses trémières et où les abeilles traçaient leurs circuits dorés. La paix était revenue à Lower Turning, pas parfaitement, pas complètement, mais suffisamment. La dentelle s'était effilochée, mais le motif avait perduré. Juin apporta une timide chaleur aux haies de Lower Turning, de celles qui faisaient pousser la lavande avant l'arrivée des vraies chaleurs de l'été. Les abeilles s'étaient paresseuses dans leur vagabondage, et le village lui-même semblait respirer après des semaines de calme et de tension. Les boutiques reprirent leurs horaires habituels. Les cloches de Sainte-Hilda sonnèrent à nouveau avec force, et le jardin du presbytère fleurit avec une joyeuse défiance, comme si le sureau avait déjà oublié le chagrin qu'il avait observé sous ses branches. Mais Miss Marple n'avait pas oublié. Elle se souvenait de tout non par préoccupation morbide, mais par un sens du devoir discret. Certaines femmes cuisinèrent de la confiture pour préserver ce qui était bon. Miss Marple préservait la vérité, celle qui était discrète et délicate, teintée de faiblesses humaines et de courage vacillant. C'était dans sa nature. Un matin, elle était assise dans son salon, un châle enroulé autour des épaules, malgré le soleil qui réchauffait les fenêtres. Sur la table à côté d'elle se trouvait un colis. Il était arrivé par la poste le matin même de la Société historique de Barchester, celle-là même à laquelle Lavinia Harrow avait légué l'essentiel de sa collection. À l'intérieur du colis, soigneusement enveloppé dans du papier, de soie et de la ficelle, se trouvait un registre relié en cuir avec une bordure familière en dentelle ivoire. Les mains de Miss Marple s'arrêtèrent en plein vol. Pas le journal. Pas tout à fait. Mais quelque chose de remarquablement proche. La couverture ne portait aucun nom. Mais en l'ouvrant, on découvrit une écriture soignée, indubitablement celle de Lavinia, chaque ligne méticuleuse et inclinée comme la couture d'un vieux sampler. La première page disait simplement « Des fragments pour ceux qui se souviendront », si les autres se taisent. Miss Marple poursuivit sa lecture. Le registre ne reproduisait pas le contenu du journal. C'était plutôt une sorte de compagnon, des extraits, des réflexions, des esquisses de conversations et de moments que Lavinia n'avait pas osé inclure dans ses volumes plus directs. Certains passages étaient anodins, mais d'autres, elle s'est arrêtée sur un passage daté uniquement de hiver année du pont inondé. A redemandé des nouvelles de Digital. Il a dit qu'il était imprudent de s'attarder sur le passé. Mais il ne s'agit pas des morts. Il s'agit de ceux qui vivent encore dans l'ombre du silence. Il y avait plus. Peter craint ce qu'il hérite, pas ce qu'il mérite. Je le plains. C'est un garçon qui joue les adultes dans une maison pleine de vieilles dettes. Et un autre, Ruth sait. Pas tout, mais suffisamment. Elle en porte le poids. J'espère qu'elle se le pardonnera un jour. Je n'écrirai jamais cela d'une manière qui lui fasse du mal. Miss Marple marqua une pause. Ce n'était pas un journal conçu pour la défense ou l'armement, c'était un témoignage d'empathie. Lavinia avait observé, certes, mais elle n'avait pas jugé avec cruauté. Elle avait trop bien compris ce que signifiait porter un secret seul. Le grand livre se referma doucement sur les genoux de Miss Marple. Le lendemain matin, elle visita discrètement l'exposition temporaire de la Société historique à la salle des fêtes. Les affaires de Lavinia avaient été soigneusement rangées. Sa dentelle sous verre, sa Bible annotée ouverte à l'Ecclésiaste, son encrier et son buvard. Une petite pancarte près du coin disait « Prêté par la collection Harrow, un échantillon de dentelle inachevée, artiste inconnu. » Miss Marple resta devant lui pendant plusieurs minutes. L'échantillon était effectivement inachevé. Un fin filet de dentelle au fuseau dont les fils étaient encore ancrés à la base. Un motif, floral pâle s'épanouissait sur un bord, puis s'arrêta net.
Les fuseaux s'étaient tus avant même d'avoir terminé leur tâche. Et pourtant c'était beau. Elle se tourna pour partir, mais s'arrêta lorsqu'une voix à ses côtés murmura « Elle aurait voulu que tu le termines ». C'était Ruth Paxton. Ses mains étaient fermement jointes, mais sa voix ne tremblait plus. « Je ne suis pas dentelière, » dit Miss Marple. « Tu te souviens des choses comme elle, » répondit Ruth. « C'est plus que suffisant. » Elles restèrent silencieuses un moment encore. Deux femmes unies non par le sang ou les circonstances, mais par le fil invisible de ce qui s'était passé entre elles. Ce soir-là, on frappa doucement à la porte de Miss Marple. Elle ouvrit et trouva le jeune Thomas Brigg, le jardinier de la maison Worsley, chapeau à la main et les joues roses d'incertitude. « Pardonnez-moi, Miss Marple, » dit-il. « J'espère ne pas vous déranger. »« Pas du tout, Thomas. Entre. » Il tendit une petite enveloppe. La nièce de mademoiselle Worsley m'a demandé de lui apporter ceci. Elle a dit que vous comprendriez. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une page jaunie arrachée d'un bulletin paroissial daté de 1928. On y avait accroché une petite photographie en noir et blanc d'une jeune femme, mince, sans sourire, avec un regard perçant et une aiguille à la main. La légende disait « Estelle Foxglove récompensée pour son excellence dans l'art textile ». Le bulletin ne contenait aucune autre référence, seulement un court article sur un concours local de dentelle. Mais quelqu'un, mademoiselle Worsley peut-être, avait griffonné au crayon dans la marge « Pas une disparition, un licenciement ». Elle a été forcée de partir. Miss Marple plaça la coupure de presse à côté du mouchoir encore encadré dans son salon. Ce n'était pas la fin de l'histoire de la digitale, mais c'était un début. Tant de vies s'étaient écoulées sans laisser de traces. Lavinia s'était donné pour mission de ne pas les laisser disparaître sans laisser de traces. Et maintenant, avec des mains calmes et une attention patiente, Miss Marple avait veillé à ce qu'elle soit vue. Les jours s'allongeaient et le village retrouvait ses habitudes. Les enfants jouaient à nouveau au bord du ruisseau. L'épicier rouvrit son étalage de confitures fraîches. Mademoiselle Crawford, malgré son froid glacial, avait invité la société de dentelle dans son jardin pour un thé d'été. Miss Marple était présente, bien sûr. Elle apporta une assiette de sablé et un exemplaire du traité annoté de feu Madame Harrow sur les techniques de la bobine, qu'elle partagea avec le groupe sous des murmures d'appréciation. Il n'y avait plus de rumeurs de meurtre. Plus à ce moment-là. Le village avait repris son cours, non pas par oubli, mais avec la grâce qui suit un jugement. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les toits et que les lanternes du village commençaient à briller, Miss Marple était assise sur sa véranda, une fine couverture sur les genoux, les doigts travaillant lentement à son tricot. L'air sentait vaguement le chèvrefeuille et le vieux parchemin. Elle s'arrêta et mit les aiguilles de côté. Elle prit le mouchoir encadré et le posa sur ses genoux, passant doucement un doigt sur l'ourlet en dentelle, IF. Les initiales étaient petites, presque cachées, mais là, préservées, impérissables. « Je te vois », murmura-t-elle. « Je me souviens. » Et avec cela, elle est retournée à son tricot. Les aiguilles claquaient doucement, rythmiquement, comme un cœur silencieux, battant dans une maison remplie de souvenirs.